Voilà, donc de retour pour la deuxième partie, toujours avec Alain Benajam, toujours sur cette thématique de la nation. Alors on va, dans cette deuxième partie, rentrer un peu dans l'histoire de cette nation française un peu. On va parler d'abord l'histoire du mot nation, et puis on va parler de la France, et on va évoquer comment le sentiment d'appartenance à la France est né. Hein, c'est un sentiment qui est proche, qui n'est pas ancien, et que donc il est né, ce sentiment d'appartenance, dans la guerre avec les Anglais, et le sentiment d'appartenance en Angleterre est né en même temps. C'est-à-dire que les Anglais sont séparés de la France en même temps que nous sommes séparés de l'Angleterre. Donc cette histoire, c'est vraiment une histoire avec notre ennemi intime anglais. En même temps, on se définit non plus toujours par rapport à l'autre. C'est pour ça que... Voilà, toujours par rapport à l'autre. Hein, puis on a fini, c'est pour ça que les roulent à gauche et nous à droite, et que machin, bon... Ils ont toujours essayé de ne pas faire comme nous, pour essayer de ne pas être confondus avec nous. Bon, alors, le terme de nation, c'est le supin de nasci. Nasci, c'est un mot latin qui veut dire naissance. Naissance, hein, le supin, alors moi je ne suis pas latiniste, mais j'ai regardé, le supin c'est comme un infinitif. Hein. Ça n'existe pas le supin en français. C'est un temps. C'est un temps. C'est un temps de la... C'est un temps. Hein. Donc le supin de nasci, c'est natio. Natio. Et donc les Anglais de tous les supins, ils ont fait des on. Donc ils ont fait nation. Hein. Et donc, parce qu'on a un partage de mots entre les Français et les Anglais, on en a parlé entre nous, mais bon, on ne va pas parler de linguistique franco-anglaise, si on ne serait pas sorti de l'auberge. Mais en fait, donc nation, au départ, ça veut dire naissance dans un lieu commun. Naissance dans un lieu commun. Naissance dans un lieu commun. Et pour les Romains, les nations étaient des peuples barbares, si tu veux, étaient des tribus. Nation était un peu synonyme de tribu. Si tu veux, des peuples barbares qui devaient tous se ressembler. Ils nation pour le désigner, mais c'était un sens tribal. Oui, dans un sens tribal, parce qu'ils devaient effectivement tous se ressembler, comme les Chinois se ressemblent, avec nous, par contre, vous voyez, c'est fini, on ne se ressemble plus. Toi, tu ne me ressembles pas. Voilà, bon. Et donc, et donc, à cette époque-là, si tu veux, il y avait des groupes, tu avais des Visigoths, les Ostrogoths, les Autrogoths, hein, on devait certainement pouvoir les reconnaître. Et voilà. Bon, après, il y a le terme ecclésiastique, hein, donc des nations, ce sont des païens. Des païens. Non chrétiens. Voilà. Mais ça vient un peu des Romains, quoi. Donc, des barbares, des païens, voilà, c'est les nations. Bon. Et puis, les choses évoluant, donc l'université de Paris s'est divisée en nations. Donc le terme s'est popularisé, et alors tu avais la nation normande, la nation picarde, la nation allemande, tu vois, qui étaient donc dans des collèges différents. Donc ils étaient divisés. Donc nation, par communauté au départ, d'accord. Communauté de naissance. Voilà. Donc, et bien évidemment, on ne parle pas de nation française pour la bonne et unique raison, c'est que la France, Francia, est une existence tardive, puisque la Francia est née du traité de Verdun de 1843. Donc tu peux regarder mettre les... Hein? Alors, le traité de Verdun, c'est l'autre à côté, là, voilà, le traité de Verdun. Un traité de Verdun, 843. Voilà. Hein, c'est là où l'Empire franc, le Frankreich, le royaume franc. Donc c'est la partie... Alors, ça, là, on parle quand même de l'époque, on va préciser...
On est après Charlemagne, c'est ça? Après Charlemagne. On est donc après Charlemagne qui a été un peu, on aime souvent le présenter, unificateur de l'Europe de l'Ouest, un peu. Enfin, Oui. au nom du monde chrétien. Et donc. Il est autant Charlemagne est autant dans la mythologie allemande que française. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas trop, parce que pour les Allemands, c'est un roi allemand, pour les Voilà, Français, c'est un roi franc. Donc, on ne sait pas trop. Enfin, on se partage, comme Richard Cœur de Lion d'ailleurs, hein, puisque c'est un Français en fait. On parlera de Richard Cœur de Lion. On en parlera après. Voilà. Mais voilà, donc Charlemagne, même problème, parce que finalement, voilà, c'est un Karl héros, Karl de Grosse, voilà, donc héros Grosse. pour les Allemands, héros pour les Français. Voilà. Français pour les Français, allemand pour les Allemands en plus. Et donc, là, à sa mort, donc ça se divise en 3, c'est ça? Ça se divise en 3. Tu as la Francia Occidentalis en rose, voilà, qui est les prémices de la France. Donc, on parle de Francia déjà. On parle de Francia déjà. Parce qu'avant, on parlait de royaume franc, Frankreich, qu'on parle encore. Pour les Allemands, d'ailleurs, ils vont garder le mot Frankreich. Voilà, les Allemands ont gardé le mot Frankreich, mais le Frankreich, c'était tout l'empire de Charlemagne. Hein, c'était le royaume franc, c'était, tu vois, hein, c'est aussi, tu vois, les amusements des mythologies qui s'entrecroisent. Et t'as au milieu, t'as la Lotharingie. La Lotharingie, donc partie qui donnera la Lorraine, c'est ça? La Lorraine, et la Lorraine, et donc la partie autour de Nancy, Metz, ce sera une des dernières parties agrégées à la France, puisque ça date que de Louis XV, où la totalité de la Lorraine. La Lorraine vient à la France, enfin une partie de la Lorraine, après l'Alsace. Oui. Après l'Alsace, hein? Tu vois, donc l'Alsace, c'est Louis XIV déjà. L'Alsace, c'est Louis XIV. D'accord. Hein, donc ça met du temps, quoi, on va dire. Alors donc ces 3 parties se divisent. Alors c'est très intéressant parce que est-ce qu'il y a une étymologie commune entre, puisque je crois que c'est Lothaire, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle la Lotharingie, voilà, c'est ça, hein, c'est le fils Lothaire à qui on fils donne de Charlemagne, fils de Charlemagne, petit-fils de Charlemagne, qui hérite de cette partie. Donc ça donnera le nom Lorraine, c'est ce qui donnera le nom Lombardie aussi, ou parce que ça se ressemble? Non, les Lombards, non, pas du tout. Les Lombards, c'est une tribu germanique. D'accord. Voilà. Alors en tout cas, donc il y a ces 3, voilà, ça c'est le point de départ. Et donc il y a la Germanie. Alors la Germanie, hein, qui correspond alors à l'actuelle Allemagne, hein, sans problème. En gros, voilà, l'actuelle Allemagne. Et donc rapidement, la Germanie et la Lotharingie vont s'associer pour former le Saint-Empire romain germanique. Et donc la Francia Occidentalis sera en gros sur une ligne, sur une ligne Escaut, Meuse, Saône, Rhône. Hein, donc à l'ouest ce sera la Francia Occidentalis et à l'ouest le Saint-Empire romain germanique. Donc on voit que déjà pratiquement un bon tiers de la France actuelle est né sous l'égide du Saint-Empire romain germanique et non pas de la Francia Occidentalis. D'accord. Donc ça, c'est 843. On est 843, déjà 400 ans après Clovis, hein, dans la théorie. Alors, on ne parle pas Clovis. Moi, c'est je suis obligé de situer dans l'histoire, enfin dans la chronologie officielle. On a déjà dit, Clovis, on va le traiter rapidement. On connaît l'histoire de Clovis que par une seule source. Hein, c'est celle de Grégoire de Tours. Qu'il a écrit combien de temps après sa mort? 30 ans après sa mort. Et qu'une seule et unique source, et il n'y en a absolument aucune dans d'autres. Donc rien ne permet d'affirmer l'existence de Clovis. C'était un Germain, il parlait allemand, hein, il parlait une langue francique, qu'on appelait le francique, hein, qui est une langue qui a donné le néerlandais. Et donc, il avait... Alors on va reparler des Francs, parce que cette mythologie franque, elle a perduré jusqu'à la Révolution française. Puisque la noblesse estimait être descendante des Francs, et elle estimait que le peuple, les paysans, étaient descendants des Gaulois. C'était ça la mythologie. Hein, et que les Francs donc, ont pris l'ascendant sur les Gaulois, qui ont fait les paysans. Hein, et d'ailleurs, il faut dire que le paysan s'habillait quasiment comme les Gaulois.
avec des braies, des blouses, tu vois. Et puis le mode de vie, il n'a pas changé. Et même la langue, puisqu'on a retrouvé encore, il n'y a pas si longtemps, dans des patois des Vosges, du celte ancien. Tu vois. Et puis même le terme, on parle de païen, en termes de pagus, païen, pagus, les gens, les paysans, voilà, hein, ils étaient réputés être païens un peu chrétiens. Hein, ils croyaient aux fées, aux arbres, etc., aux sources. L'Église a énormément ramé pour amener tout ce peuple-là à la religion chrétienne qui était superficielle. Et leur religion profonde était païen. Donc on va reprendre l'image 1 pour voir ce que c'était que les Gaulois, puisque on nous dit chez Soral, ouais, il y a les Gaulois. Ah bon Et parce que les Gaulois, ce serait l'essence française. De qui parles-tu? Je sais pas. Bon, donc, alors qu'est-ce que ça veut dire les Gaulois, hein, on a déjà montré cette carte-là. Les Gaulois ne s'appelaient pas eux-mêmes Gaulois. Ils ne s'appelaient pas Gaulois, oui. Voilà, c'est une invention romaine. Les Gaulois, qui veut dire Gaulen, qui veut dire ceux qui ne parlent pas notre langue, en germain. Hein. Est-ce que tu peux expliquer un peu la carte? Parce que là, on voit la zone orange, ça correspond à quoi? La carte. Alors, tu as la zone verte, alors, la zone, si je vois bien. Ouais. C'est là d'où... C'est l'épicentre de la civilisation de l'Athènes. C'est donc les Celtes. L'Athènes, L-A, plus loin T-E-N-E, hein, pas l'Athènes avec alors, on va reprendre les trois terminologies pour la même chose. Pour les techniciens et les historiens, on appelle civilisation de l'Athènes. L'Athènes, qui est un village suisse proche de Neuchâtel, où on a retrouvé des armes, des épées, beaucoup de produits, de vestiges gaulois. Hein, et donc on a pu déterminer selon l'art, selon la modalité de fabrication de ces vestiges, de ces casques, ces épées, ces boucliers, selon la décoration. Hein, voilà, la décoration sur ces vestiges, on a pu déterminer qu'ils venaient d'un peuple bien particulier, qui, lui, a toujours ce même style. On le détermine sur le style. Rappelle-toi, on a parlé de l'art, hein, il n'y a pas longtemps. Hein, l'art est un marqueur de civilisation. Donc, l'art de ces gens-là, on le retrouve partout. Et donc, on appelle comme ça qu'on va civilisation pouvoir identifier. C'est comme ça qu'on arrive à identifier cette civilisation. Donc, elle connaît quand son on creuse, épicentre. on trouve un truc, on voit un tricelle, pouf, ça. Alors, parce que là, il y a plusieurs parties. Il y a une partie jaune qui est plus petite. Donc, ils viennent, sa partie jaune, donc, c'est en 500 avant Jésus-Christ, ils sont là. D'accord, c'est l'épicentre, on va dire. C'est entre la Bohème et le sud de l'Allemagne, ouais. Hein, et il commence à s'étendre jusqu'à l'est de la France, hein, la partie jaune. Hein, mais enfin, l'épicentre, c'est le vert, en s'étendant au jaune, donc ils viennent de là, donc les Celtes viennent de l'Europe centrale. Ouais. Ils ont cloné, là, c'est un peuple indo-européen, qui a un clone de l'âge du fer, donc il y a Hallstatt qui est l'âge du fer, moins 1000, et l'Athènes qui est l'âge du fer 2, hein, moins 500, et donc et il se différencie des autres peuples germains et indo-européens. Hein, ils se différencient par leur art. Alors, ils se différencient par leur art parce qu'eux, ils sont en contact perpétuel avec les peuples antiques ouais. de la Grèce. Hein, et donc, c'est par une espèce d'imitation et d'osmose avec la Grèce qu'ils font cet art particulier qui est magnifique, un art magnifique fait de volutes, et ils sont identifiables par cet art. Et qui sont identifiables aussi, certainement, par leur religion, dont on retrouve aussi quelques vestiges. Donc ça veut dire que cette civilisation-là, après, en orange, alors après, elle connaît son expansion, à partir de 500, ils font une diaspora. Poussés par les Germains au nord, ils commencent à se mobiliser. Ah, les Germains, pourtant, ils prennent une bonne partie de la Germanie actuelle, c'est les Germains, donc ils viennent de Scandinavie, finalement. Les Germains, ils viennent du nord. Ils viennent vraiment du nord et ils sont descendus. Voilà, et ils les poussent. Voilà. Donc ils arrivent de Scandinavie, les Germains, alors en fait, un peu. Ouais, d'accord.
Ils arrivent de l'est de la Baltique. L'est de la Baltique, d'accord. Voilà. C'est Donc ils finissent par... une des civilisations dites des poteries à cordelettes, dont on a parlé des Indo-Européens. D'accord, donc ils arrivent, ils poussent un peu tous ces gens-là, tous ces Celtes. Et donc les Celtes, à leur apogée, donc ils vont envahir... toute l'Europe quasiment, une bonne partie. Grande partie de l'Europe. Une bonne partie de l'Europe, en tout cas l'Europe de l'Ouest. Et donc, dans la partie orange, centrale, la partie orange, c'est là où on a retrouvé des vestiges celtiques. D'accord. C'est tout. Hein, c'est marrant parce que, alors c'est marrant parce qu'on n'en retrouve pas, donc si je m'en tiens à la carte, dans les Balkans, on n'en retrouve pas tellement tant que ça en Europe du Nord, finalement, ni Danemark, ni l'Allemagne du Nord. Les Germains. D'accord, c'est ça. Voilà. Alors, mais on en retrouve en Espagne. Et ce qui est étrange, oui, bah alors justement... Ils forment les Celtibères. T'as bien lu Astérix? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, ce qui m'étonne juste aussi pour la carte, c'est qu'on n'en trouve pas visiblement dans le sud-ouest de la France, ni dans le nord-ouest de l'Espagne, là où il y avait les Basques, finalement, il y en a... Pourquoi on n'en trouve pas là? Parce que c'était un endroit peuplé, c'est l'espace franco-cantabrique, peuplé au Paléolithique, une zone extrêmement dense de population, où se trouve le résultat de cette population sont les Basques, avec leur langue pré-indo-européenne, si tu veux. Donc, cette population est là, elle est dense et elle se défend bien. Donc, elle empêche toute entrée... Donc, ils n'arrivent pas à s'installer, en fait, dans cette région-là. Ils n'arrivent pas à s'installer dans cette région-là. D'accord. Bien qu'il y ait une chose qui est curieuse, c'est que l'emblème basque est un quadricelle et qu'il y a un emblème celtique. Alors ça, il faudrait que des Basques m'expliquent. Parce que c'est le seul endroit où il y a des Celtes et ils prennent un emblème celtique. Bon, enfin, c'est comme ça. Et alors, donc, ils envahissent toutes les îles britanniques. Donc ça, c'est les Celtes, on va dire. Les Celtes, Gaulois, l'Athènes. L'Athènes, d'accord. Voilà. Donc, pourquoi nous, on serait plus Gaulois que les Anglais, j'en sais rien. C'est le mythe qui est venu après. En plus, c'est une affaire du 19e siècle, ça, les Gaulois... le retour. C'est quand on a relu. Écoute, les sources sont il y en a pas beaucoup. Hein, c'est surtout le bouquin de César, la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, dont l'origine est hautement contestée. De Bello Gallica, et il y a à peu près que lui qui a décrit ce peuple-là, quoi. C'est le pire ennemi de ces gens-là qui les a décrits. Et puis les Romains, ils ont partagé ce territoire en Gaule, je sais pas quoi, c'est eux qui... la Belgique et tout. Ils l'ont découpé administrativement, quoi. Mais en tenant compte un peu des tribus, mais sans trop, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Gaulois. Pourquoi on est Gaulois? Alors c'est le mythe qui nous a fait Gaulois. C'est le mythe issu de l'invention de l'histoire de France par Michelet. Hein. Tu sais que Michelet a inventé l'histoire de France, de Z, sorti de son esprit fertile, et que l'invention de l'histoire de France par Michelet a créé un livre d'histoire qu'on a appelé le Malais Isaac. C'est plutôt Isaac qui l'a fait, mais comme il était juif, on lui a mis Malais parce que ça foutait mal. Et donc, ça a formé des générations et des générations d'écoliers qui sont partis de mythes. Tout simplement. D'accord, donc ce mythe-là, on laisse tomber, on sait les Gaulois, donc nos ancêtres les Gaulois, en gros. Nos ancêtres les Gaulois. Voilà, les Anglais peuvent reprendre ce programme aussi pour eux, et se dire nos ancêtres les Gaulois, et puis les Espagnols, etc. Mais encore, comme je t'ai dit, ce mythe-là, il a perduré pendant tout l'Ancien Régime, puisque les Gaulois, la plèbe, les paysans étaient censés être descendants des Gaulois, et donc la noblesse des Francs, et donc même on en voulait beaucoup à Philippe le Bel, parce que Philippe le Bel, lui qui n'aimait pas la noblesse d'épée, il a beaucoup anobli des roturiers. Donc c'est là qu'a commencé la noblesse de robe. On a fait la différence entre noblesse d'épée et noblesse de robe. Donc lui, il a anobli son entourage. Charles V a fait énormément aussi d'anoblissement de roturiers, de noblesse qu'on appelait noblesse de robe. Bon, voilà. Donc eux, ils descendaient du peuple. Et donc certains descendants de l'ancienne chevalerie n'étaient pas contents. Bon, donc voilà ce qu'il en est. Donc on a vu qu'au traité de Verdun de 843, une bonne partie
de l'Est de la France, donc et sous l'égide du Saint-Empire, Oui. va le demeurer très très longtemps, hein, sous l'égide du Saint-Empire. C'est-à-dire que la France va petit à petit, il n'y a que finalement sous Louis XIV que finalement on va crognoter tout ça, quoi. Voilà. Et Philippe par la force des uns. Philippe Auguste. Alors non, Philippe Auguste, c'est l'Ouest. Alors tu vas prendre l'Empire maintenant des Plantagenets. C'est la vue 3. Voilà, c'est celle-là. Alors, voilà. Donc on voit l'Angleterre au début du XIIe siècle. Ça, c'est l'Angleterre au début du XIIe siècle. Hein. Ouais. On voit que l'Angleterre, elle s'est bien établie sur le sol français. Hein. Alors, pour qu'on comprenne, parce que là, on voit ça, on dit ça sur l'Angleterre, on a du mal à comprendre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Pourquoi l'Angleterre? C'est bon, alors l'Angleterre, alors on dit l'Angleterre, mais c'est plutôt l'Angleterre, l'île qui est française. Oui, en fait, c'est plutôt l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse, puisque finalement, donc il y a eu Guillaume le Conquérant, les Normands, qui ont conquis l'Angleterre, qui impose déjà la langue normande en Angleterre, la noblesse anglaise est d'origine normande. Donc on verra qu'il y a des formes sémantiques dans l'anglais qu'on reconnaît du normand et de l'angevin. Et après, donc tout ça vient de la cuisse légère d'une femme. Femme merveilleuse, il paraît qu'elle était très belle. Et ça vient donc de César Vanille, de la belle Aliénor d'Aquitaine, qui a inventé l'amour courtois, la fille d'amour. Hein. Et Aliénor d'Aquitaine était duchesse d'Aquitaine. Et donc au Moyen-Âge, les femmes et les hommes pouvaient posséder en toute souveraineté. Duché d'Aquitaine qui correspond à peu près donc à l'Aquitaine aujourd'hui, le sud-ouest, bien, ça prenait l'Auvergne. Hein. Ah, ça prenait l'Auvergne. Donc, duchesse d'Aquitaine, et donc la capitale de l'Aquitaine, c'était Poitiers. Hein. C'est Poitiers. Donc elle était de Poitiers, puis c'est là à côté où il y a l'abbaye de Fontevraud, où il y a il y a le gisant d'Aliénor qui est un gisant extraordinaire parce qu'elle lit un livre. Hein, c'est un gisant où elle lit un livre. Et puis c'est les tombeaux des Plantagenets. Et donc Aliénor d'Aquitaine, elle était très volage et elle était mariée avec Louis VII. Avec Louis VII, et elle venait de sa cour d'Aquitaine qui était vraiment avec les troubadours et tout ça, puis elle se cassait les pieds là-bas dans le nord, dans un château avec un type qui était toujours en prière. Puis un jour débarque Mathilde de Normandie, duchesse de Normandie, avec son fils Henri, plus jeune qu'elle, et elle tombe amoureuse de Henri. Et alors, bon, que ça va pas, son mari, il dit, ben non, on va divorcer parce que ça suffit comme ça. Donc il divorce, et 15 jours après, seulement, elle se marie avec Henri. Henri Plantagenet. Alors, Henri Plantagenet, c'est qui Plantagenet? C'est le mari de Mathilde de Normandie. Mathilde de Normandie, qui, elle, combat en Angleterre. Le fils de Mathilde de Normandie. Henri, c'est le fils de Mathilde de Normandie. Oui, parce que tu as dit le mari. Ouais. Ah ouais, le fils de Mathilde de Normandie, qui combat en Angleterre Étienne de Blois, encore des Français. Étienne de Blois, qui est roi d'Angleterre, qui se dit descendant de Guillaume le Conquérant, et ils se battent pour savoir qui aura la couronne d'Angleterre. Donc c'est une guerre civile très dure, qui fait beaucoup de morts. Et essentiellement sur le sol anglais, ça sera un petit peu en Normandie. Et finalement, pour se départager, ils décident de se dire, voilà, quand Étienne sera décédé, ce sera Henri qui deviendra roi d'Angleterre. Voilà, le fils de Mathilde, petite fille de Guillaume le Conquérant. Donc, à ce moment-là, donc Henri, qui est à l'origine duc d'Anjou, et duc d'Anjou, avec sa mère, donc il devient duc de Normandie, duc d'Anjou, et il épouse
la belle Aliénor et d'Aquitaine. devient duc d'Aquitaine. Et là, d'un coup, il a donc la Normandie, l'Anjou, le Poitou, l'Aquitaine. Et il arrive à faire que le duc de Bretagne lui rende hommage. Ouais. Et donc, le duc de Bretagne est à un moment, parce que ça va changer, et donc... Le vassal du le duc. vassal du duc. Alors, tu vois, un petit peu... voilà. Donc, il se tape, dans la frontière occidentaliste, tu vois... Il reste plus grand-chose à il partir reste de plus là. grand-chose. Il reste plus grand-chose. Et donc, lui, il gère ses États plantagenets comme il gère l'Angleterre, quoi. Il est roi. Alors, il devient roi d'Angleterre, hein, Henri II. Donc, il est couronné roi. Il amène Aliénor en Aquitaine, en Angleterre, et donc. Voilà, il gère ça, mais il est toujours vassal du roi de France. Il lui rend hommage quand même. Hein. Il lui rend hommage, parce que s'il ne rendait pas hommage au roi de France, non, ça n'irait pas. Donc il rend hommage au roi de France. Et donc, alors, ces gens-là, ils sont anglais, ils sont français? On ne sait plus trop là. C'est plus trop. On ne sque plus trop, parce que ils sont dans un État, c'est un seul État géré qui part de l'Écosse jusque la frontière espagnole. C'est la frontière espagnole. Hein, et Henri, il gère cet État, il le gère bien, quoi. Il a ses baillis, il a ses propres baillis qui sont les mêmes de partout. Les lois, c'est les mêmes, si tu veux. Ouais, je comprends. Hein, voilà. Et donc, une bonne partie de l'ouest de la France, alors évidemment, tout ça sera repris par Philippe Auguste, mais une bonne partie, le sud-ouest de la France est marqué par l'Angleterre, extrêmement marqué. Hein, ouais, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc, on voit que si communauté d'histoire, alors les gens de Poitiers, les gens de Bordeaux, à quoi ils doivent faire référence dans l'histoire, des Normands, à quoi ils font référence dans l'histoire, si tu veux. Hein, parce que, alors donc, pour aussi donc résumer, après c'est Philippe Auguste qui va reprendre tout ça. Alors, après, bien évidemment, Philippe Auguste, il fait la gueule, c'est le fils de Louis VII, et donc, tant que c'est Richard Cœur de Lion qui est roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, il aura été 3 fois dans sa vie en Angleterre. Oui, c'est ça, il a jamais... Pas qu'il détestait l'Angleterre. Il détestait absolument l'Angleterre. Et c'était un francophone. Complètement. Mais tous ces gens-là, ils parlent l'anglais n'existait pas, donc ils sont tous francophones. Mais non, mais encore un autre personnage, finalement, qui est adulé par les Anglais. Par les Anglais. Et qui, finalement, moi, à chaque fois que je vois les Anglais, en Angleterre, il y a la statue de Richard Cœur de Lion, tout à fait. Pourquoi vous aimez un Français? Oui, voilà. C'est un mangeur d'ail. Et donc... Richard Cœur de Lion est de culture française complète. Angevine, c'est un Angevin. Angevin, c'est la Languedoc, c'est la même langue qu'à Paris, quoi, tu vois. Hein, et donc, il est roi d'Angleterre, mais voilà. Donc on a donc cette histoire commune avec l'Angleterre, hein, complète. Bon, on va pas passer tout en revue. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Et cette guerre de 100 ans, finalement, elle commence, c'est pas une guerre de 100 ans, c'est une guerre de 200 ou 300 ans, parce que c'est la guerre des Plantagenets qui va continuer, hein, avec ce mix entre la France et l'Angleterre, perpétuel, avec les mariages perpétuels des uns et des autres, finalement, et... donc, on te rappelle, on a fait le roi maudit, et puis donc on a Isabelle de France, la fille de Philippe le Bel, qui épouse comment il s'appelle, Édouard III, hein, Édouard III, qui épouse Édouard III, hein, et donc qui fait assassiner son mari Édouard II par où il avait péché, parce que il était, soi-disant... il a sauté jamais, donc voilà. Voilà. Il dit, tu me sautes jamais, tu vois. Bon, hop. Et donc, elle se baladait avec son amant, hein, Isabelle, partout, elle est à la cour avec son amant, mais son mari, il se baladait aussi avec son amant. Donc, voilà, c'est des mœurs médiévales. Bon, c'est comme ça. Et donc, quand tous les enfants de Philippe le Bel, ces fameux rois maudits, meurent tous sans enfants, hein, voilà. Donc il a fallu passer la lignée
aux frères de Philippe le Bel. Donc c'est les Valois, c'est ça? Et aux Valois. Et donc l'autre, il dit ah non, ça marche pas. Moi, je suis descendant de Saint-Louis. Je suis un Capétien. Je suis un Capétien. Donc, je suis un vrai Capétien. Les Anglais se revendiquent français, en fait. Voilà, je suis un Capétien. Et donc, j'ai le droit à la couronne de France, et c'est là que commence la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, le bisbille avec des Anglais, et puis le traité de Troyes aussi. Il faut parler quand même d'Isabelle de Bavière. On voit que l'emblème de l'Angleterre, c'est la croix de Saint-Georges. Au départ, c'est fleur de lys, le drapeau anglais, c'est fleur de lys et Normandie, et 3 léopards. D'accord. Voilà, c'est fleur de lys et 3 léopards. D'ailleurs, la reine d'Angleterre est toujours duchesse de Normandie. On a parlé tout à l'heure, elle est toujours duchesse de Normandie. Donc les Anglais n'ont pas cessé leurs prétentions sur la Normandie, et ils possèdent une part de la Normandie par les îles anglo-normandes. Voilà. Nersatz, en fait, de cette guerre contre les Plantagenets. Et donc commence cette fameuse guerre, puisque... déjà, finalement, Saint-Louis avait rendu l'Aquitaine aux Anglais, puisqu'il avait dit non, c'est dégueulasse, tu lui as piqué, non, c'est pas bien, donc il avait rendu. Et puis, finalement, Édouard III, il débarque, c'est Crécy, la bataille de Crécy. Et puis, c'est un désastre pour la France, donc il y a déjà, après, donc, Jean le Bon qui est prisonnier, etc. Et puis arrive Charles V, donc il essaye d'aller vite. Charles V qui avec le petit, ce connétable de France, du Guesclin, voilà. Il revire tous les Anglais hors de France, voilà. Et puis arrive Henri V, qui dit non, moi je veux à nouveau, la couronne de France m'appartient, j'y vais, et il redébarque en France au début du XVe siècle, en 1415, il redébarque, et c'est là le désastre d'Azincourt. Et la bataille d'Azincourt, la noblesse française disparaît. Quasiment. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est la fameuse, on ne va pas revenir, les autres sont des archers, et nous on est encore avec des chevaux. Voilà. Bon, ils sont tous morts, il n'y a plus de noblesse. Donc on voit que l'armée féodale, elle était basée sur cette espèce de suzeraineté, de vassalité, et que... Il n'y a pas d'appartenance au début de la guerre de 100 ans. Au début de la guerre de 100 ans, pour les gens qui habitent le territoire de Français, c'est une querelle entre Français, d'ailleurs, puisque tout le monde parle français. Tout le monde parle français, c'est une querelle féodale qui n'intéresse pas les paysans. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Si tu veux, d'autant plus... C'est une guerre d'élite au départ, en fait. Une guerre d'élite, d'autant plus que les premiers ravages sont faits par les chevauchés du Prince Noir, qui ravagent, et le Prince Noir n'a pas d'anglais avec lui. Ce ne sont que des gens d'Aquitain, du Languedoc, qui ravageront la France avec le Prince Noir. Complètement, d'accord. Il n'y a pas un anglais là-dedans. Donc c'est des gens de Languedoc. Donc on les appelle les Anglais, mais les gens de la région de Bordeaux, on les appelle les Anglais. Voilà. Donc, on a demandé à un Bordelais son histoire. Ça plaisir, alors ils étaient des Anglais, ces gens-là. Mais on va voir que ça va changer. Ça va changer parce que, d'une part, la noblesse française, elle disparaît, physiquement. Et d'autre part, il y a le traité de Troyes, qui donne tout le nord de la France à l'Angleterre. Et donc la France va occuper, l'Angleterre va occuper la France. Et pour l'occuper, si tu veux, elle recrute des soldats. Donc les Anglais recrutent beaucoup de soldats parmi les paysans. Les paysans qui, eux, ne sont pas francophones. Ils parlent un mélange de saxon et de français qui donnera l'anglais.
Hein, d'ailleurs, tu as le premier littérateur anglais, Chaucer, qui écrira en anglais. Donc l'anglais vient de la littérature de Chaucer, à la fin du XIVe siècle. Voilà. Qui écrira les contes de Canterbury, le premier texte en anglais, puisque avant la littérature anglaise était en français, puisque tu as l'histoire de Guillaume le Maréchal, si tu veux, c'est entièrement écrit en français. Donc la France étant envahie par des Anglais ethniques, parlant en anglais, si tu veux, se trouvent confrontés aux Français, qui en ont marre. Ouais, bien sûr. Hein, c'est les godons, j'ai dit goddam, voilà, les godons qui se conduisent comme des soudards, qui se Donc conduisent tout ça, mal. alors voilà, ça nous mène, on est obligé d'avancer un peu à pas de géant dans l'histoire, donc on passe, bon voilà, Philippe le Bel qui récupère, il met les Anglais dehors, ils reviennent par l'intermédiaire, très de toi, ils réoccupent. Donc en fait, certaines villes, c'est là qu'ils occupent Calais, tout ça, les villes du Nord essentiellement. Calais va rester anglais jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, et puis ils occupent une partie comme ça sur la côte d'Opale et jusqu'à Rouen, je crois. Oui, mais non, mais ils occupent une grande partie du nord de la France. Puis, donc, il y a la résistance qui s'organise au sud, et puis, donc, vient l'épisode de Jeanne d'Arc. On arrive à Jeanne d'Arc. Et donc, quand on lit l'épisode de Jeanne d'Arc, là, on commence à entendre parler de français et d'anglais, à partir de Jeanne d'Arc. Hein. Quand on lit, on dit, il y a les Franchouais, dans la langue de l'époque, et les Anglais. Voilà. Et donc, avant, on n'en parlait pas de ça, si tu veux. Hein. Ouais. Et on voit que les Anglais, les goddam, sont bien caractéristiques, ils sont bien caricaturés. Goddam, tu dis, on les appelait les godons. Les godons. Les godons. Les goddam. Parce qu'ils disaient toujours goddam, c'est une expression. On appelait les godons, voilà, donc on les aime pas. Et donc, les Français se sentent Français par rapport aux Anglais. Et donc, les Anglais se sentent Anglais par rapport aux Français. Donc là, on va dire qu'il y a vraiment le schisme, donc c'est le XIVe siècle. Hein. C'est le XVe siècle déjà. 15e siècle. 15e siècle. D'accord, on est au 15e siècle. Après Azincourt. D'accord. Donc Azincourt, qui est un grand traumatisme. On va dire, voilà, l'identité des uns et des autres qui s'affirme, donc clairement entre des Français et des Anglais. Voilà. Hein, et donc, la littérature prend le pas là-dessus. Donc les mythes s'accroissent. Et puis Jeanne d'Arc, c'est le grand mythe qui est quasiment un mythe fondateur, on va dire, hein, de notre nation. Hein, et qui est quasiment un mythe fondateur, et qui, elle, n'est pas soi-disant une noble, bien que, bon, on a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc ici, mais qui représente réellement la France. Alors, au début de la guerre de 100 ans, les belligérants n'avaient que des marques sur eux qui représentaient leur suzerain, tu vois, hein, donc c'était le comte de machin, le duc de Trucmuche avec sa bannière, donc l'armée féodale avec ses chevaliers bannerets, ses petits groupes de différents, complètement hétéroclites, complètement inefficaces sur le plan militaire, hein, et tandis qu'eux, les Anglais, ont vraiment une armée nationale, ils ont une armée nationale qui est peu féodale, tu vois, avec leurs archers, mais petit à petit, donc, se crée une armée française, et on marque les soldats français et les soldats anglais, on parle de soldats différemment. À la fin de la guerre de 100 ans, le soldat français a une croix blanche, et le soldat anglais a une croix rouge. Voilà. Donc, il y a bien des soldats anglais et des soldats français qui se combattent. Là, on retrouvera ces symboles dans les drapeaux de l'Angleterre, c'est la croix de Saint-Georges rouge, et le drapeau du Québec qui est c'est une croix blanche. Voilà. C'est la croix de Saint-Georges contre la croix de Saint-Michel. Voilà. C'est là que le patron de la France, on licencie Saint-Denis, parce qu'il n'a pas mérité, hein. L'oriflamme n'a pas mérité, et donc Charles VII prend pour patron Saint-Michel. Saint-Michel. Comme les alchimistes, c'est pareil. Voilà, la croix blanche. Et donc, au début, c'est la croix blanche sur fond rouge.
D'accord, donc... C'est le drapeau de la Savoie. Ouais. Ouais. Et le drapeau je parle aussi du Québec, c'est parce que ça... Voilà, après ça a été pris sur fond bleu, Ouais. voilà, drapeau du Québec. Voilà. Alors après, il y a eu, comment dire, on va dire, on arrive après cette période-là, à la consolidation de la France, c'est ça? Non, alors, après cette période-là, maintenant, après la guerre de 100 ans, il y a des gens qui se disent « je suis français ». Avant la guerre de 100 ans, il n'y a personne qui disait « je suis français », à part ceux qui habitaient l'Île-de-France, qui faisaient partie du domaine royal, on va dire. Hein. Je suis français. Voilà. Donc, maintenant, il y a des gens qui disent « je suis français ». Voilà. Donc, l'esprit d'appartenance commence et se renforce et se renforce avec le renforcement de l'État et du despotisme royal, donc avec ses sujets, voilà, hein, avec ses sujets. Les sujets, et donc on est français. Bon, il n'y a pas encore de passeport, de nationalité, donc c'est un sentiment d'appartenance. Mais ce sentiment, on ne parle pas de nation. Ce qui serait intéressant, c'est il n'y a de se pas dire, le mot. Quels sont les piliers qui forment cette nation? C'est quoi, la religion chrétienne? Non, c'est la guerre contre les Anglais. Mais là, le catholicisme, il joue un rôle ou pas dedans? Comment? Le catholicisme, la religion chrétienne. Mais les Anglais, ils sont catholiques pendant la guerre de 100 ans. Ah, ils sont encore catholiques. Bah oui, tout le monde est catholique, donc ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le catholicisme. C'est l'affrontement avec les Anglais durant 100 ans qui ont fabriqué les Français. C'est tout. Et le catholicisme, il joue aucun rôle là-dedans. Tout le monde est catholique pendant la guerre de 100 ans. La réforme viendra bien après. Hein. Alors cette France, elle se consolide. À partir du quoi, on va revenir après, peut-être un grand roi important, c'est Louis XIII, peut-être, c'est ça, Cardinal? Alors après, donc on va pour parler. Qu'on avance, hein, oui, on va avancer vite. On va parler du traité de Westphalie. Louis XIII, traité de Westphalie. Ouais. Donc, à la suite des dérèglements des guerres de religion en Europe, surtout en Allemagne, d'ailleurs, où les petits seigneurs locaux s'entretuent entre les seigneurs catholiques et les seigneurs protestants. Hein. Et c'est là que le Saint-Empire va complètement exploser en confetti. Et donc, il y a la guerre de 80 ans, la guerre de 30 ans, la guerre entre l'Espagne et la France. Donc on parle plus. Parce que les Alliés ne sont même pas divisés entre protestants et catholiques. Parce que les deux grands ennemis, c'est la France et l'Espagne qui sont catholiques. La France alliée avec la Suède qui est protestante, tu vois. Donc, c'est plus qu'une histoire de territoire. Et donc comme l'Europe s'étripe depuis longtemps, on a décidé de mettre un là, de s'arrêter et de négocier. Donc c'est le fameux traité de Westphalie de 1748. Voilà. Et donc le traité de Westphalie est extrêmement intéressant parce qu'il reste dans la mythologie actuelle. Hein, on parle d'État westphalien. C'est la première fois qu'il y a une reconnaissance mutuelle de frontières en Europe. Avant, il n'y en avait pas. Ouais. Donc frontières par reconnaissance mutuelle, bornage, traité de Westphalie. Donc, ça, c'est extrêmement important dans l'acheminement de des idées nationales en Europe. Parce que nation, c'est frontière. C'est un territoire. Donc, nation, c'est un territoire. Donc là, c'est la première fois qu'on définit ce territoire géographiquement. On met des frontières et on dit, maintenant, ici, c'est chez moi, là-bas, c'est chez toi. Voilà. Ah ouais, c'est chez toi. Voilà. Sauf que Louis XIV, il va pas respecter Alfred, il va absolument pas. Alors tu peux passer la vue du traité de Westphalie, et donc. Voilà. Donc ça c'est le traité. Donc ça c'est le traité de Westphalie. Tel qu'il a été signé. Tel qu'il a été signé et qui n'a pas duré longtemps. D'accord. Hein? Parce que on voit ici que il y a la Catalogne qui est donc donnée à la France. Par contre, il manque une partie de la France historique que Louis XIV voudrait récupérer, qui est la Flandre. Qui est la Flandre, oui. Donc, selon... on voit qu'il n'y a pas la Flandre, il n'y a pas l'Alsace. Voilà. Il manque une partie de la Franche-Comté, évidemment.
Évidemment, il manque tout ce qui sera plus tard le rayon de Poitiers-Mont-Savoie, le comté de Nice, qui ne sont pas non plus. Voilà. Alors, il faut dire que la Flandre, la Flandre fait partie de la Francia occidentalis, selon le traité de Verdun. Et pendant longtemps, Gand et Bruges seront des villes françaises, pendant très très longtemps. Hein. Pendant très longtemps, ce sont des villes françaises. Donc, c'est Louis XI qui a cédé l'Artois et la Flandre au Habsbourg, hein, et donc au duc d'Autriche, hein, au père de Charles Quint, hein, il a cédé ça contre la Bourgogne. Parce que la Bourgogne avait une partie en territoire romain germanique, une partie en France. Donc voilà, il s'arrange, il dit voilà, je te file l'Artois et la Flandre, et tu me files. Voilà. Pourquoi il a fait ça, on sait rien. Pas, ouais. Bon, voilà. Donc les Espagnols, finalement, occupent. Alors pourquoi les Espagnols parce que la seule armée. On va pas reprendre le truc, mais la seule armée possible de l'Empire romain germanique, si tu veux, Charles Quint épouse l'infante d'Espagne, donc il devient roi d'Espagne, tu vois. Donc l'Empire de Charles Quint s'étend partout, en Europe, et donc il occupe ce qui lui a été dévolu en Flandre par des troupes espagnoles. Hein, donc c'est là où les Espagnols vont occuper la Flandre pendant quelques temps. Hein, et donc... Et ça leur rapportera beaucoup d'argent, visiblement. Parce que ils ponctionnaient visiblement des impôts, et ça leur rapportait beaucoup plus que toutes leurs autres colonies réunies. C'est pour ça qu'il y a dans les équipes de foot du nord de la France du sang et or, des couleurs espagnoles, parce que les Espagnols finalement seront beaucoup appréciés en Flandre. Hein. Ils vont ceux qui vont ramener l'architecture, on boit beaucoup de café, nos amis du Nord, et ce sont extrêmement c'est connu que c'est les Espagnols qui ramènent le café évidemment via les Arabes. Donc ça, c'est l'Empire, voilà, au moment du traité de Westphalie. Alors là-dedans, il y a un grand méchant qui est Louis XIV, c'est vraiment l'enfant terrible de l'Europe. Lui, avec Turenne, hein, c'est un chef de guerre, qui est vraiment un chef de guerre redoutable, parce que Turenne a battu tout le monde, quasiment. Nom alchimique lui aussi, Turenne, et il abat tout le monde. Mais c'est marrant. Turenne. Ils ont toujours des noms qui correspondent à eux. Et donc, Turenne, il part avec ses armées, et il envahit même la Hollande. Hein, tout, la Belgique, il part... donc, il bat tout le monde, et puis... voilà. Et donc, il y a ce fameux traité des Pyrénées, où il y a cet échange, et donc, Louis XIV est plus modéré, il ramène Turenne, quand même, à la raison. Turenne, il a quand même incendié Bruxelles, hein. Quand même. Et donc, il ramène Turenne à la raison, et donc il y a le traité des Pyrénées, et c'est là où des peuples sont coupés en deux. Les Catalans sont coupés en deux, les Flamands coupés en deux, et le Hainaut coupé en deux. Jusqu'à maintenant. Donc tu as une Catalogne espagnole, une Catalogne française, tu as une Flandre française, une Flandre belge, et un Hainaut belge avec Mons, et français avec Maubeuge. Voilà. Donc, des peuples qui vont être définitivement séparés. Ouais. Donc ça, sous par le traité... Voilà, des Pyrénées, sous la houlette de Louis XIV. Voilà. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va agrandir la France comme jamais. Faut quand même le dire. Il va agrandir la France. Ah bah, tu parles. Avec des gens qui feront la gueule. Parce que, je vais te dire, les Francs-Comtois, ils voulaient pas être français. Donc, une guérilla franc-comtoise terrible, une répression terrifiante, avec des dragonnades, pour amener ces gens à devenir français, quoi. Il voulait pas. Donc lui, il ne s'arrête pas là, et donc il va envahir l'Alsace, pas la Lorraine, hein, et Strasbourg, et pas Colmar, et donc
Et donc une partie, donc l'est de la France va être morcelé, donc tu peux prendre la suite, le traité de Nimègue, c'est quoi ça? La France sous Louis XIV, ben voilà. Hein, donc la France commence à ressembler un peu plus à la France, mais sans la Lorraine. Hein. Les Lorrains seront les derniers à devenir français. Hein. Ouais. Hop, je vais la mettre, voilà. Hein, donc on parle toujours de communauté d'histoire. Hein. Alors, province conquise par Louis XIV en vert, alors là, c'est clairement le Hainaut, l'Artois, voilà, la Lorraine, la Franche-Comté, la Catalogne, l'Alsace, ça en fait des régions. Il a agrandi vraiment la France. Alors voilà, la France, c'est quand même un pays militaire qui s'est beaucoup étendu sur ses voisins. Hein. Des fois, on gueule contre les Anglais, contre les Allemands, mais enfin, dans l'histoire, c'est plutôt nous qui avons forcé les rapport à ce qu'on nous avait donné. Ça me rappelle d'autres gens, ça, mais je dirais rien. Par rapport à ce qu'on nous avait attribué en 843, tu vois, on s'est largement étendu. Donc là, on accapare toutes ces terres, soyons clairs, de façon militaire. Militaire. On arrive, c'est militaire. C'est-à-dire que les gens, ils sont contents ou pas, ils sont d'accord ou pas. En général, ils sont pas contents. D'ailleurs, en général, ils sont d'ailleurs pas contents et pas d'accord, en fait, d'accord. Donc, on accapare tout ça. Je vois, voilà, t'as indiqué toutes les villes fortifiées par Vauban, alors ça forme effectivement un sacré... j'ai envie de dire, voilà, ça protège toute la France, quoi. Bah oui, mais sous Louis XIV, c'est vraiment une nation militarisée, quoi. Ouais. Voilà, militarisée par la force des armes. Et donc, la France, évidemment, du point de vue militaire, c'est la première puissance européenne. Voilà. Et puis, donc, la dernière couche, ce sera sous Louis XV, alors, Louis XV, qui va terminer le boulot, là, à côté, là, en jaune. Là. Celle-là Non, voilà, celle-là. Non, c'est Nimègue, ça. Hein, c'est celle-là qu'elle a. C'est oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, bon, ça, c'est les différentes... les différents apports de différents rois de France. Hein. Voilà, attends, on va reprendre la bonne photo. Jusqu'à Louis XV, voilà, et où la France commence à ressembler à la France actuelle, sauf la Savoie et le comté de Nice. Voilà. Hein. Donc là, on voit ce qui a été réintégré sous Louis XV, donc essentiellement l'est de la France, donc autour de Toul, de Metz, toute la région de la Lorraine, quoi, en fait, qui a été réintégrée et qui a été intégrée à la France. Donc ça, c'est pour la communauté d'histoire, et donc on va en terminer avec la communauté de langue. Donc tu vas prendre la diversité linguistique de la France, hein, voilà, c'est ça. Carte linguistique. La carte linguistique de la France. Donc la France, qui n'a pas de communauté d'histoire, qui sont que des rajouts par la force des choses, et avec des gens qui en général ne sont pas contents, et donc à une diversité linguistique extrêmement importante. Donc là, on peut lire un peu Limousin, Auvergnat, Berrichon, Angevin, Tourangeau, Gallo, Breton, Champenois, Lorrain, Franc-Comtois, tout ça, donc ce sont les langues... Alors, en fait, et puis avec des langues d'origine complètement différentes, parce que le breton est d'origine celtique, l'alsacien est du Hors-Deutsch, tandis que le lorrain et le flamand, c'est du Plattdeutsch, même on divise la langue allemande. Hein. Et donc, en gros, au sud, c'est l'occitan qui domine, avec ses différentes variantes. Hein, à tel point que dans l'Ancien Régime, je veux dire, il y avait deux types d'états généraux, les états généraux de Languedoc et les états généraux de Languedoc. Languedoc, qu'on différenciait. Hein, donc il y avait bien grande différence linguistique entre le nord et le sud. Et cette réalité-là, c'est jusqu'à quand à peu près? Cette réalité-là, jusqu'au début du XXe siècle. D'accord, jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'au début du XXe siècle, on parle 150 langues et dialectes en France. Et couramment. Et c'est l'État français qui impose le français. Et qui mais on doit pleurer les gens, parce que l'impose durement. Hein, c'est manu militari que la langue française il est interdit de parler les patois, c'est ça. C'était interdit, on mettait des sabots autour, on punissait les enfants qui ne parlaient pas français, quoi. D'accord. Hein, ils étaient sévèrement punis. Donc on voit la Commune de Paris. Commune de Paris, on amène des soldats bretons qui ne parlent pas un mot de français. Pour tirer sur les Francs. Pour tirer sur le... Hein, c'est là où
bon, et donc on voit que bon, la France n'a aucune communauté de rien, et donc va inventer la nation civique par rapport au concept de nation ethnique des Allemands. Hein, tu vois, donc Nation civique, c'est-à-dire une nation où, une, en fait, une c'est des gens qui veulent vivre communauté ensemble. politique, une Voilà. communauté de destin volontaire, parce qu'il n'y a pas d'ethnie D'accord, française. c'est pour ça qu'on dit toujours la France, c'est une construction politique. Quoi. C'est une construction De A à Z. politique. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que cette notion est née à la Révolution, qui formalise. Ça veut dire qu'avant, il y a un sentiment d'appartenance à une nation. Il y a bien une nation française avant, mais elle n'est pas formalisée dans les textes. Hein. La nation française sera formalisée dans les textes avec deux textes, celui de l'ABCIS, qui dira que la France est le tiers-État, c'est qu'on disait le tiers-État, c'est le peuple français, et un autre décret de 1789, hein, très peu après la Révolution, un décret qui affirmera que la nation française est formée par l'ensemble du peuple composant l'État. Donc c'est là qu'on ramène cette notion d'appartenance à une entité westphalienne, on revient à westphalienne, c'est une entité géographique reconnue mutuellement, avec des frontières, hein, et une loi commune, et donc un peuple français qui est un peuple joignant volontairement cet espace. D'accord. Si tu veux, celui qui a envie d'être français, un peu comme ils avaient expliqué Oscar Freisinger avec la Suisse, qui c'était les cantons qui rejoignaient petit à petit. Voilà. Enfin là, qui viennent plus ou moins volontairement, mais on définit ce peuple, on le définit politiquement, on peut pas le définir ethniquement, tandis que les Allemands, la notion allemande de nation, qui interviendra plus tard, qu'au XIXe siècle. Hein, au XIXe siècle, les Allemands redéfinissent la nation après les Français, et la redéfinissent tardivement comme étant une communauté d'histoire, de langue et de culture. Et d'ethnie, donc. Voilà. Et c'est là que devient ce fameux nationalisme, et le nationalisme allemand naît en même temps que le sionisme. Comme ça, tu vas te faire plein d'amis. Bon, on va faire une petite pause, et puis on revient juste après. C'est la libre antenne, vous restez connectés, et on revient. C'est sur Méta TV.